Bienvenue sur Global Africa et à cette nouvelle édition 3 en 1 Afrique. Global Africa, votre chaîne où nous allons consacrer ce nouveau numéro aux journalistes et à leur liberté d'exercer à travers une structure. Cette structure, c'est la Maison des journalistes qui donne un refuge aux journalistes demandeurs d'asile en France qui ne peuvent plus travailler chez eux, menacés d'emprisonnement ou de mort. Je suis donc Carmen Févillier, ravie de vous retrouver avec mon invitée Darline Cotière, directrice générale de la Maison des journalistes. Bienvenue Darline. Merci. Merci de votre présence sur ce plateau. Bonjour et merci de m'accueillir. Alors, vous êtes la femme qui tient les manettes de la Maison des journalistes, c'est pas rien. Et vous avez été la semaine dernière, je pense, à l'Afrique des solutions. Vous avez reçu une médaille. Donc, vous êtes une ambassadrice des solutions pour le continent africain. Et en plus, vous avez 2 casquettes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bon, comme vous l'avez dit, je suis directrice de la Maison des journalistes à Paris. Donc, on va parler de cette structure. Mais parallèlement, je suis linguiste de formation et j'interviens dans le cadre de projets sur le continent africain, mais pas uniquement, à titre d'experte internationale, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des médias et du journalisme également. Et vous travaillez également avec l'UNESCO, avec l'OIF. Voilà, donc ces collaborations, c'est surtout avec ces organisations internationales, comme l'UNESCO, effectivement, ou l'Organisation internationale de la francophonie, ou d'autres structures du même genre. D'accord. Alors, vous donnez refuge aux professionnels de l'information, menacés de mort et d'emprisonnement, comme je l'ai dit en début d'émission, des personnes qui sont privées de parole dans leur pays, ces personnes qui viennent en France pour chercher l'asile. On sait que la France est un pays réputé pour ça, pour donner l'asile à ce genre de persécution, de personnes persécutées. Alors, mais une telle structure, on n'a pas encore vu. Comment est née la Maison des journalistes ? La Maison des journalistes est en effet jusqu'ici une structure qui a unique au monde. Donc elle accueille et accompagne des professionnels de l'information, des hommes et des femmes qui ont dû fuir leur pays parce qu'ils ne pouvaient pas pratiquer une presse libre. Oui. Donc cette maison existe depuis 2002 et depuis sa création, on a accueilli plus de 510 journalistes originaires de 85 pays, donc ce qui fait qu'on est en quelque sorte un observatoire de la situation de la liberté de la presse et des conflits dans le monde, parce que les journalistes, ils viennent vraiment des 4 coins du monde et souvent quand il y a des conflits dans le monde, comme ça a été le cas avec la Syrie en 2011, on a vu arriver beaucoup de journalistes syriens. En 2014, c'était des journalistes yéménites. En 2021, plus près de nous, donc c'était pas mal de journalistes afghans qu'on a accueillis. Oui. Et bien sûr, il y a d'autres nationalités qui sont représentées, mais qui ne défraient pas forcément la chronique. Si vous voulez bien, on va revenir justement sur les profils des journalistes et la géographie des pays. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui a motivé la création de la Maison des journalistes ? Alors, il se trouve que c'est parti d'une histoire, d'une situation assez particulière, parce que cette maison a été créée par Danielle Ohayon, qui une fois, elle s'était installée dans un jardin public et à côté d'elle, il y avait quelqu'un, un inconnu, qui pour elle était un SDF. Et effectivement, c'était quelqu'un qui n'avait pas de domicile. Et elle avait engagé la conversation avec cette personne. Et c'est au fil de la discussion qu'elle s'est rendue compte que c'était un grand journaliste tchétchène, mais qui était arrivé en France dans des conditions très difficiles, donc qui vivait dans une grande précarité et qui déjà ne pouvait pas parler le français et qui n'avait pas les bonnes informations pour s'orienter, pour entreprendre des démarches en France pour qu'on lui reconnaisse le statut de réfugié politique. Et c'est là où elle s'est dit, c'est pas normal que des personnes comme ce journaliste-là, des personnes qui étaient très connues dans leur pays, qui informaient leurs concitoyens, et au-delà, puisque l'information n'a pas de frontières, que ces personnes se retrouvent comme ça à la rue. Donc l'idée de la création de la maison est venue de là. Et puis, très intéressant. Voilà, elle a été voir plusieurs personnes et c'est parti de là, au fait. Et comment se fait le contact avec les journalistes quand ils arrivent, un journaliste persécuté qui demande l'asile en France?
comment ce journaliste est mis en relation avec la Maison des journalistes? Alors, il se trouve qu'on travaille avec des organisations de défense des droits des journalistes qui peuvent apporter une assistance sur place à ces journalistes lorsque leur vie est en danger. Donc, je peux citer Reporters sans frontières, je peux citer le Comité de protection des journalistes également et d'autres structures. Et sinon, les journalistes, ils nous contactent une fois arrivés sur le territoire français. Ils peuvent nous contacter via d'autres journalistes qui sont passés chez nous, ou via des journalistes français avec lesquels ils ont eu l'opportunité de travailler dans leur pays. Donc, il y a bien sûr un protocole d'admission, mais voilà, c'est par des biais, des canaux différents que les journalistes ils arrivent à nous solliciter. D'accord. Et quel est le message à travers qu'on peut retenir de la Maison des journalistes? Alors, en termes de message, donc je vais plutôt revenir sur la mission de la structure. Donc, d'abord, effectivement, notre mission, c'est d'accueillir et d'accompagner les journalistes dans leur parcours d'exil. Donc, pour cela, il y a un volet social dans l'action qui nous permet effectivement de les accompagner dans toutes leurs démarches administratives, mais pour accéder aux droits sociaux, etc. Mais il y a un autre volet qui est très important aussi de la mission, c'est la sensibilisation au respect des valeurs fondamentales. Donc c'est pour cela qu'on a mis en place tout un ensemble de programmes, donc des programmes éducatifs pour sensibiliser les jeunes, surtout le grand public en général, mais les jeunes en particulier, sur l'importance de la liberté de la presse dans une démocratie. Alors, pour parler de cette sensibilisation, vous parlez des jeunes. Justement, je vous poserai une question sur l'Afrique, hein, on va y venir. Est-ce que cette sensibilisation, vous la réservez rien qu'aux jeunes ou vous préconisez aussi de sensibiliser les autorités, parce que ce sont en général les autorités qui persécutent? Oui, c'est vrai que effectivement, il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là auprès de certaines autorités, mais nous, on se dit que déjà, sensibiliser la jeunesse, c'est déjà, ce sont des dirigeants de demain. Donc, il faut commencer quelque part. Donc, on commence par les jeunes. Après, oui, donc on organise des actions grand public, mais on ne fait pas d'actions, on ne fait pas de plaidoyer. On ne va pas voir les chefs d'État ou les autorités de certains pays. Ce n'est pas notre mission. Mais nous, on essaye vraiment d'élargir. Donc, on a cette mission éducative. Et c'est pour ça qu'on a mis en place tout un arsenal pédagogique pour pouvoir faire ce travail de sensibilisation à travers déjà le témoignage de journalistes exilés et à travers aussi des outils que nous avons créés, parce que ce n'est pas uniquement aller raconter son histoire, mais c'est aussi répondre à des sujets de société, ouvrir un dialogue constructif avec les jeunes, parce qu'on s'est rendu compte que souvent il y a des questions qui sont très sensibles à aborder. Et il y a des journalistes français qui sont stigmatisés aussi et qui n'arrivent pas à aborder ces questions, parce que souvent il y a des jeunes, c'est ce qu'on voit, qui disent, bon, ce sont des bobos parisiens qui viennent raconter n'importe quoi. Mais quand c'est un journaliste étranger, quelqu'un qui a subi la répression dans sa chair, quelqu'un qui est en quelque sorte grand témoin de l'histoire du monde, je pense aux journalistes qui ont couvert des conflits. Et donc, quand ils rencontrent des jeunes, c'est vrai que ça facilite le dialogue. Et à partir de là, effectivement, on peut aborder un... Et puis, c'est incarné. C'est incarné parce que souvent, ce sont des personnes qui ont fait de la prison, ce sont des personnes qui ont quitté leur famille, parce que c'est ça aussi l'exil. Donc il y a tout l'aspect déracinement, il y a une rupture professionnelle, une rupture sociale, il faut se reconstruire. Donc cet élément humain permet effectivement de faire ce travail de sensibilisation, et c'est ainsi qu'on arrive à aborder des thématiques comme la désinformation, on fait de l'éducation aux médias et à l'information, donc des actions qui sont vraiment
très importante dans le contexte actuel. Dans vos actions voilà, ça fait partie de notre mission et on a un programme phare qui s'appelle Renvoyé spécial qui nous permet effectivement d'aller à la rencontre des jeunes partout en France, y compris dans les territoires ultramarins. Et c'est une opération qui se décline aussi au niveau européen parce qu'on participe à des rencontres, notamment aux assises du journalisme de Bruxelles, où nos journalistes ils vont rencontrer des jeunes aussi dans ce cadre-là. Et on a des programmes qu'on est en train de développer spécifiquement pour l'étranger. Alors, on va revenir sur les programmes pour l'étranger. J'ai un cas pratique pour vous, Madame Cottière. Alors, un journaliste avec un statut de réfugié, parce que vous accueillez des journalistes qui demandent l'asile, mais celui qui a vraiment un statut de réfugié déjà accordé, souvent ils sont embêtés par la demande de visa lorsqu'ils doivent aller travailler en dehors des frontières de la France. Comment vous percevez cette problématique-là ? Alors, il faut savoir que quand on est réfugié statutaire, on peut voyager où on veut, on peut aller partout, sauf dans son pays d'origine. Ouais. Et quand on a le statut de réfugié, on n'a plus son passeport, on a un titre de voyage qui vous permet de vous déplacer. Donc, c'est un nouveau passeport. Donc, ce titre de voyage équivaut à un passeport. C'est vrai que la France a des conventions avec certains pays où un ressortissant français, par exemple, n'a pas besoin de visa pour aller aux États-Unis. Mais dans le cas des réfugiés statutaires, donc il n'y a pas de limitation, donc il faut juste remplir ces formalités consulaires. Ouais. Ce n'est pas un frein, mais c'est vrai que quand on est journaliste, donc s'il y a une rédaction derrière, le journaliste peut obtenir un visa beaucoup plus facilement pour pouvoir aller travailler, couvrir, je ne sais pas, les élections aux États-Unis, en Chine, où vous voulez, ou plus près de nous. Et dans le cas des journalistes freelance ? Dans le cas des journalistes freelance, peut-être que c'est un peu plus compliqué. C'est au cas par cas parce que nous, on n'est pas dans l'administration des consulats de ces pays, donc on ne sait pas comment que ça se passe. Mais c'est vrai que si le journaliste a une accréditation, donc ça peut aller vite. Alors, quel bilan vous pouvez établir depuis votre prise de fonction à la Maison des journalistes ? Quel est le profil des journalistes? Donc, je reviens sur le profil des journalistes, les pays de provenance surtout. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, madame? Alors, c'est vrai que ces 10 dernières années, c'est surtout les conflits, les journalistes qui arrivent à la Maison des journalistes sont arrivés dans des contextes de guerre ou de conflits, même s'il y a d'autres pays, la majorité des journalistes arrivent dans ce cadre-là parce que en période de conflit, il se pose la question de la sécurité des journalistes et il se pose aussi la question de comment faire son travail quand on est pris en étau par des protagonistes qui manipulent l'information d'un côté comme de l'autre. Ouais. Pour vous donner un exemple, donc on a eu plusieurs journalistes au moment de la crise syrienne qui étaient pris à partie par des partisans du régime de Bachar el-Assad et qui étaient pourchassés aussi par des membres de Daesh. Donc ça veut dire que d'un côté comme de l'autre, les journalistes étaient mal vus. Donc c'est souvent ainsi dans des contextes de guerre, dans des contextes où il y a des conflits. C'est pareil aussi. Donc on a eu beaucoup de dissidents russes qui sont arrivés ces derniers temps. Donc, parce que quand les journalistes essayent de faire la lumière sur ce qui se passe, sur les dessous des annonces ou des informations qui sont publiées par ces autorités, donc souvent ce sont des paroles qui dérangent, donc ça leur a coûté l'exil et cette rupture avec la profession, ou du moins dans leur pays. OK.
Alors, Madame Cottière, la francophonie, le sommet de la francophonie approche, donc les 3 et 4 octobre. Et donc, vous venez de parler des zones géographiques. Et je voudrais qu'on parle des francophones, des journalistes francophones qui viennent vers vous. Quels sont les pays francophones que vous accueillez le plus, Madame Cottière? Alors, c'est vrai qu'il y a des vagues, donc c'est jamais stable, c'est jamais les mêmes pays. Donc ces 10 dernières années, on a accueilli des journalistes originaires de la République centrafricaine, Oui. originaires de la Guinée-Conakry, originaires du Rwanda. Et il y a aussi les pays du Maghreb qui font partie du continent africain, donc Sûr, pour ne pas les nommer. Donc on a aussi des journalistes tunisiens ces dernières années qui sont arrivés chez nous. Mais pour être tout à fait objective, le continent africain, les pays du continent africain, ce ne sont pas les pays les plus représentés pendant ces 10 dernières années. Alors, comment le prendre, hein? Est-ce que c'est une avancée en matière de liberté de la presse, liberté d'expression? Comment le prendre? Là, je ne peux pas dire objectivement qu'il s'agit d'une avancée. C'est beaucoup plus complexe que cela. C'est vrai qu'on est une sorte, comme je l'ai dit, une sorte de baromètre de la situation de la presse dans le monde, avec tous ces professionnels de l'information qui prennent le chemin de l'exil et qui nous sollicitent. Mais il y en a malheureusement qui restent chez eux, qui s'autocensurent. Il y en a qui vont dans d'autres pays, c'est le cas de le dire également. Donc, objectivement, je ne peux pas dire que le fait qu'on ait beaucoup moins de journalistes issus du continent africain ces 10 dernières années prouve qu'il y a une avancée en matière de liberté de la presse, en matière de liberté d'expression dans ces pays. Je pense qu'il faudrait voir au cas par cas. D'accord. Et effectivement, il y a des pays où on se dit, bon, voilà, tout fonctionne, mais malheureusement, les journalistes sont pris pour cible. Les journalistes ne peuvent pas faire leur métier de manière objective. Et ça, ça ne vaut pas uniquement pour les pays africains, et même en Europe. Bien sûr. Donc la liberté de la presse reste une valeur très sensible, donc il faut rester vigilant, même en France. Oui, et on l'a vu dans d'autres pays européens, en Italie, etc. Et quand on voit aussi les rapports qui sont publiés par Reporters sans frontières, par le comité de protection des journalistes. Je devrais vous arrêter un instant pour qu'on reste sur le terrain africain, Madame Cottière. Comment vous percevez la situation de la presse justement en Afrique et notamment de la désinformation? Alors, c'est vrai que la désinformation, c'est un fléau qui touche particulièrement le continent africain. Donc, il y a des rapports qui sont publiés, effectivement, qui font état de campagnes massives de désinformation. Et ces campagnes-là sont menées souvent par des grandes puissances et qui veulent asseoir leur pouvoir aussi sur le continent. Et 40% de ces campagnes sont surtout menées au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça prouve que c'est vraiment un phénomène à prendre en considération. Et avec Internet en plus. Avec Internet, avec les réseaux sociaux, ça s'amplifie davantage. Et c'est toute l'importance du travail des fact-checkers, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives en Afrique, justement, qui essayent d'aller à l'encontre de ce phénomène de désinformation en vérifiant systématiquement un ensemble d'informations et en donnant aussi aux citoyens des clés pour pouvoir eux-mêmes vérifier une information. Par exemple, une photo truquée qui circule sur Internet, soit sur un candidat, une personnalité. Donc, le but, justement, c'est d'amener les personnes à avoir cet esprit critique et à utiliser des outils assez accessibles aussi pour vérifier des informations. Parce que ça peut déstabiliser un pays et ça fait du tort à des citoyens, ça fait du tort à des populations parce que c'est une façon aussi de contrôler les personnes, des institutions en faisant circuler des fausses nouvelles.
Exactement. Et quelles sont les situations qui vous ont paru difficiles à la Maison des journalistes? Alors, moi j'évoque souvent le côté humain. D'accord. Parce que on ne s'en rend pas forcément compte. On se dit, bon, ok, quelqu'un qui est en exil a la possibilité de se reconstruire, surtout que cette personne se retrouve en Europe avec un nouveau cadre. Cette personne peut se sentir beaucoup plus en sécurité, mais ces personnes, justement, peuvent avoir une certaine fragilité, qu'on ne voit, qu'on ne perçoit pas forcément au départ. C'est pour cela qu'on est très attentif aussi au ressenti des personnes, et c'est pour ça aussi qu'on met en place tout un ensemble d'activités. Oui. Comme par exemple... on a des activités culturelles, on organise des visites de médias, on organise des visites de musées. Et vous leur permettez également de continuer à écrire. Oui, de continuer à écrire parce qu'on a un journal en ligne. C'est un vrai média d'information, c'est l'œil de la Maison des journalistes qui leur permet... Quel est l'impact de cette rédaction? Justement, ça leur permet de maintenir une certaine forme journalistique, de rester dans le métier, parce que ça serait la double peine en quelque sorte que de s'exiler et de n'avoir plus la possibilité de tenir la caméra, de faire des reportages ou de continuer à faire ces dessins de presse ou de photographies de presse, parce que ce sont des journalistes qui viennent d'horizons différents, donc c'est presse écrite, radio, télé, il y a eu des présentateurs, des documentaristes aussi, donc c'est une palette assez large du métier. Donc, on leur offre la possibilité de continuer à pratiquer le métier et tout ça pour avoir aussi une forme de visibilité. De développer leur réseau, d'être en contact avec leurs confrères. Oui, c'est vrai que la carte de presse c'est très réglementé en France parce qu'il faut travailler, il faut justifier des revenus, d'un ensemble de revenus pour prétendre, enfin dans le métier, pour prétendre à la carte professionnelle, contrairement à d'autres pays où c'est différent. C'est surtout la formation qui permet d'accéder à la carte professionnelle. Je pense à l'Italie, par exemple, pour citer un autre pays européen. Mais en France, oui, la carte de presse c'est très réglementé et on le sait que même pour des journalistes français, donc c'est le parcours du combattant pour avoir ce fameux sésame. Alors, quels sont vos projets, vos perspectives? Projetez-vous de travailler avec le continent africain, Madame Cottière? Alors oui, donc moi personnellement, rapidement, il nous manque j'ai des projets pour le continent africain, pour avoir travaillé ou pas mal voyagé sur le continent, en Afrique de l'Ouest, mais pas uniquement. J'ai pu identifier certains besoins et puis j'ai des collègues aussi, des personnes avec qui je suis en contact qui ont pas mal d'attentes sur plein de choses. Donc ça peut être du réseautage, ça peut être de la formation, ça peut être des partenariats pour avoir beaucoup plus d'impact, parce que c'est ça aussi. Hein. Donc déjà, il y a beaucoup d'initiatives sur le continent africain. Donc c'est un continent qui bouge à plusieurs aspects. Global Africa, c'est la chaîne de voilà, et même parce que c'est vrai qu'on a souvent ce regard sur l'Afrique comme quoi c'est un continent qui est sous-développé, mais non, pas du tout. Mais pas du tout. Donc il y a un tel potentiel, il y a tellement de choses qui se passent sur le continent, sur le continent africain, et des initiatives positives. C'est ça qu'il faut valoriser. Et moi personnellement, je me dis qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi sur le continent avec pas mal de structures partenaires. Donc peut-être que vous me recevrez bientôt pour que je vous en parle. Mais voilà, il y a des projets en cours. Bien évidemment. Alors sur ce, je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci à vous. Et je vous recevrai la prochaine fois avec beaucoup de plaisir. Merci. Et mesdames, messieurs, très ravie de vous avoir présenté la Maison des journalistes à Paris. Et donc à très vite pour une nouvelle édition avec Global Africa Télé Sud et 3 en Afrique. Au revoir.